Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité. Dimanche dernier, le Bénin a célébré le 61e anniversaire de son indépendance. La cérémonie officielle a été marquée par le dépôt de gerbe au pied du monument aux morts à Khoulakodi à Cotonou et la prise d'armes au palais de la Marina. À la veille de cette commémoration, Patrice Athanase Guillaume Talon, président de la République du Bénin, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées et premier magistrat, a adressé un message à la nation béninoise. Lequel message sera au cœur de cette émission? Aussi, l'invité nous évoquera, il nous donnera ses impressions au sujet du dossier Ivor et celui des 39 hectares dans la commune d'Abomey-Calavi qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, notamment cette semaine. Si le temps nous le permet, l'invité aura à opiner également sur la main tendue du président Patrice Talon à l'ancien président Thomas Bouniaï. Et pour ce dimanche, chers amis internautes, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous Moukaram Badarou. Bonjour à vous. Bonjour, cher. Il est membre fondateur du parti politique Union Progressiste. Il est président de la Fondation Conscience Citoyenne, ancien préfet des départements de l'Ouémé et du Plateau du 14 août 2013 au 29 juin 2016. Il fut président du parti Conscience Citoyenne, économiste financier de formation. Il est l'auteur du livre 50 ans après les indépendances, renouant avec les repères, préfacé par le professeur Albert Tevouedjre, ancien secrétaire général adjoint de l'ONU et copréfacé par Antoine Idi Kolaolé, ancien président de l'Assemblée nationale du Bénin. Il est aussi l'auteur de l'opuscule Priorisons le Bénin, publié le 1er août 2015, et l'opuscule Avançons, publié en 2015. Voilà une bibliographie sommaire de l'invité de ce dimanche. Alors, Moukaram Badarou, bonjour à nouveau. Bonjour. Alors, il y a cela une semaine, le dimanche dernier, le Bénin a célébré 61 ans d'indépendance. Dites-nous, en tant que citoyen béninois, quelles ont été les émotions qui vous ont animé ce jour? D'entrée d'abord, je voudrais vous remercier de l'invitation que vous nous faites. C'est toujours avec beaucoup de plaisir et de bonheur que j'arrive chez vous ici. Je tiens à vous féliciter, à vous remercier de tous vos efforts que vous faites dans la formation et l'information de nos compatriotes. Comme vous pouvez vous en douter, sans formation, sans information, il est difficile d'avancer. Donc je tiens à vous remercier par rapport à la place importante qu'occupent les AETV dans la sphère médiatique de notre pays. Merci. C'est vrai, il y a quelques jours, nous avions fêté les 61 ans de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Et à 61 ans, on peut bien dire que nous avions bien fait des pas. Il faut dire d'emblée que le 4 octobre 1958, la proclamation de la République du Dahomey avait été déjà faite. Et le 1er août 1960, nous avons eu l'honneur d'accéder à l'indépendance. C'était le président Hubert Maga qui avait d'ailleurs fait un grand discours à l'époque, lequel discours invitant l'ensemble de notre peuple au travail bien fait pour permettre à notre pays d'être réellement indépendant. 61 ans après, je pense qu'il faut bien faire un petit point. Il faut le subdiviser en 3 parcours. Nous avons eu de 60 à 1972, où nous avons eu ce que a été qualifié à l'époque de l'enfant malade d'Afrique parce qu'il y a eu assez d'instabilité politique dans le pays. Il faut dire que juste après le 1er août 1960, 3 ans après, on a eu des difficultés parce qu'il y a eu un coup d'État qui à l'époque lança une série d'autres coups d'État à l'époque dans notre pays, et ça a mis le pays dans une instabilité chronique. On a eu des présidents qui ont fait des mois au pouvoir, on a eu des présidents qui ont fait moins d'un an, on a eu des présidents qui, à chaque fois arrivés, le temps de s'installer, le temps de mettre leur équipe en place, tout de suite devaient tomber sous le feu des canons. Et heureusement que le sang ne coulait pas, heureusement. Ceci a conduit d'ailleurs jusqu'en 1970 à prendre une décision majeure, à savoir installer au sommet de l'État ce qu'on a appelé triumvirat, c'est-à-dire un conseil qui permettait chaque 2 ans que les présidents s'alternèrent au pouvoir. Et le premier qui a occupé ce fauteuil dans ce cadre était le président Hubert Maga. Il a fait ses 2 ans et juste après les 2 ans, c'est Aouma Degbe qui s'est installé. On s'est retrouvé en 1972 et le 26 octobre, un autre coup d'État arriva. C'était le coup d'État du président Mathieu Kérékou. Et donc, ça a installé tout de suite alors le pays dans un autre régime, le régime révolutionnaire. À ce titre, il a changé le drapeau du pays. On est passé de vert, jaune, rouge à vert, étoilé, rouge en haut. On a
eu qu'un seul parti, le parti unique, le Parti populaire de la Révolution du Bénin, le PRPB. Le nom du pays a changé, c'est devenu le Bénin, la République était devenue une République populaire, le marxisme-léninisme était l'idéologie de l'État. Bref, l'État était au cœur. Ceci a marché jusqu'en 1982 où nous sommes allés jusqu'à 15,6% de taux de croissance. Mais dès 1984, ça a commencé par chuter, on est arrivé à 8,2% et puis une série de difficultés au niveau sous-régional, à l'international. Bref, ceci a conduit à la conférence nationale en 1990. Je fais court puisque nous n'avons pas beaucoup, beaucoup de temps. Et donc en 1990, on a eu la conférence nationale où le chef de l'État avait estimé que on ne pouvait pas continuer à insister sur une idéologie, une révolution qui ne permettait pas à notre pays de se reproduire, d'avancer, parce que les difficultés étaient telles qu'on est allé jusqu'à près de 10 mois d'arrêt de salaire. Le pays était en panne, les entreprises d'État étaient en perte chronique. Bref, si le pays était une entreprise, il fallait déposer le bilan. À la conférence nationale du 19 février au 28 février 1990, il faut rendre hommage à l'ensemble des conférenciers à l'époque. Et cette conférence a été présidée par feu Monseigneur Isidore de Souza, à qui il faut rendre hommage. Le rapporteur de cette conférence nationale était le professeur Albert Thévouidré. Il faut rendre hommage, il faut paix à son âme. Et le président Mathieu Kérékou, qui a accepté les décisions de la conférence nationale, il faut lui rendre hommage. Et le premier ministre qui en était issu était le premier ministre Nicéphore Soglo, à qui il faut rendre aussi hommage. Et en 1991, on a eu les premières élections démocratiques de notre pays. Donc le renouveau démocratique s'est installé dans le pays et à ce jour. Donc ça fait les trois parcours, la subdivision en trois dont j'ai parlé. De ce renouveau démocratique qui a permis au président Soglo, qui a battu le président Kérékou. Le président Soglo fait 1 an, en 1996, on a eu le retour triomphal du général Mathieu Kérékou, qui a fait 10 ans, et au bout de ces 10 ans, on a eu le président Thomas Boniaï, qui a battu le président Adrien Ngwedji du Parti de Renouveau démocratique, dont j'ai été d'ailleurs à l'époque secrétaire général. Et au bout des 10 ans du président Thomas Boniaï, on a eu alors aujourd'hui le président Patrice Talon, qui a battu le premier ministre Lionel Zessou. Et donc, dans cette dernière partie du parcours, c'est-à-dire la partie du renouveau démocratique, il faut bien faire de 1990 à 2016, et de 2016 à ce jour. Et donc, de 1990 à 2016, le renouveau a battu son plein, mais au bout du rouleau, on s'est installé dans une sorte de difficulté démocratique, il faut bien dire la chose. Les Béninois, chacun de nous, que les gens viennent m'excuser, on se masturbait de ce qu'on faisait, on en était content, mais l'anarchie s'est installée. La liberté est devenue libertinage. Bref, il a fallu alors l'arrivée en 2016, parce qu'il fallait quelqu'un qui arrive pour pouvoir vraiment arrêter la saignée. Et donc depuis 2016, effectivement, la saignée, je suis tenté de dire, est arrêtée, la récréation a pris fin, une rupture est faite, et le régime de Patrice Talon se dirige avec un certain courage d'État, et qui a permis à ce que, je crois, après son premier mandat, qui a permis de restaurer l'autorité de l'État, qui a permis de mettre fin au libertinage et d'installer la liberté, contrairement à ce que certains pourraient dire. Et ceci n'a pas manqué tout de suite de donner aussi des résultats. Lesquels résultats nous a permis aujourd'hui? En tout cas, en 2020, nous sommes arrivés à 728 000 tonnes au niveau de coton, à 600 000 tonnes de riz, ce qui nous a permis d'avoir un taux de croissance malgré le Covid, malgré la fermeture de frontières à 2,3% de taux de croissance. Ce qui nous a permis de restaurer l'autorité de l'État, ce qui nous a permis d'avoir 60%, 64% au baccalauréat cette année. Bref, des réformes ont été faites dans toutes les instances, à tous les niveaux, ce qui permet aujourd'hui à notre pays, que ce soit au niveau de la sécurité, que ce soit au niveau des infrastructures, que ce soit au niveau de l'école, que ce soit au niveau de la diplomatie. Notre diplomatie a été rationalisée pour n'avoir que là où il faut, de manière utile. Bref, comme il a dit dans son discours, et j'en viens finalement à votre question. Avant de revenir au discours, lorsque vous prenez la période de 2016 à nos jours, lorsque vous allez même encore de 90
à 2016. Lorsque vous juxtaposez les deux périodes, qu'est-ce qui véritablement, vous avez parlé tout à l'heure de libertinage, vous avez dit que la démocratie était en difficulté, mais qu'est-ce qui a véritablement changé à partir de 2016? Quel est le diagnostic qui a été effectué et qui a amené à ce qu'il puisse avoir une rupture? Ce qui, déjà, avant l'arrivée du président Patrice Talon, nous étions à près de 300 partis politiques. On ne peut pas dire qu'il y a 300 obédiences politiques dans le pays, on ne peut pas le dire. C'est déjà presque le désordre. Sinon, du désordre, tout simplement, il faut le dire. Il y avait l'insécurité à divers niveaux. L'insécurité à divers niveaux, il faut le dire. Il y a, j'ai dit, la démocratie en difficulté parce que, au niveau de nos communes, vous avez vu comment on faisait les élections municipales et comment on élisait les conseillers municipaux et comment on installait les maires. Et une fois les maires installés sur des deals entre eux avec leurs pairs conseillers communaux ou municipaux, et une fois l'autre arrivé dans la fonction face aux réalités de la commune, n'arrivait plus à satisfaire toutes les promesses et donc on assistait à des destitutions. Au niveau de l'économie, il faut dire qu'il y avait d'évasion fiscale à haute dose, c'est-à-dire que ce soit au port, que ce soit au niveau de la douane, que ce soit au niveau des impôts, que ce soit au niveau de la plupart de nos entreprises, il y avait ce que je peux qualifier d'évasion voyou, à savoir qu'on a la possibilité de boucher, on a la possibilité d'arrêter, on a la possibilité de freiner, on a la possibilité d'éviter. Mais on laisse passer parce qu'entre-temps, chaque Béninois veut se servir et non servir l'État. Entre-temps, parce que chaque Béninois veut grandir tout de suite, il ne veut pas faire des pas. Alors que même un enfant qui naît, il rampe, il commence par faire des pas hésitants avant d'être sur pied. Dès que vous faites un enfant qui doit marcher tout de suite, c'est un torlou, c'est-à-dire que pas comme il le faut. Et donc, bref, dans notre pays, la médiocrité s'est installée à divers niveaux, comme l'a dit le professeur Albert Thévoïre à son âme. La médiocrité, quand elle déserte le forum, quand l'intelligence déserte le forum, c'est la médiocrité qui s'installe. Et c'est ce à quoi on était arrivé en 2016. C'est d'ailleurs pour ça que le président Adrien Oumbédi a parlé de la banalisation de l'État, de l'État qui est descendu de son piédestal. C'était une caricature parfaite de la situation en 2016. On ne peut plus dire la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez vu les entreprises qui semblaient être en permanence sous perfusion. En permanence sous perfusion. L'État doit à chaque année y mettre beaucoup de milliards. Les fonctionnaires les siphonnaient et chaque année il fallait refaire la même chose. Au niveau de l'école, chaque année il fallait sauver l'année scolaire et finalement les enfants passaient de manière sauvée. On avait des enfants qui finalement avaient des CEP sauvés, des BEP sauvés, les bacs sauvés et finalement c'est qu'au niveau de l'éducation nationale on s'est retrouvé en difficulté. La difficulté est toujours là parce que ce n'est pas en 5 ans, 6 ans qu'on peut réussir à tout effacer. La question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui tout cela est résolu? Tout ne peut pas être résolu, tout ne va pas bien, madame la marquise, je peux vous le dire. On ne peut pas tout résoudre dans 5 ans, 6 ans. D'ailleurs, il faut saluer le courage. Parce que ce n'est pas évident. Vous savez, quand la mafia s'installe à divers niveaux, quand la voyoucratie s'installe à divers niveaux, quand l'intelligence déserte le forum, où chaque citoyen, le doyen Gantil Persona m'avait dit à notre doyen Olympe Belikerom que Kérékou a dit au président Yaïboni à la passation de service, je ne sais pas ce que vous êtes encore jeune, je vous souhaite beaucoup de chance. Sinon, je ne sais pas ce que vous pouvez faire avec un pays où les fonctionnaires se comportent comme des mercenaires. Et c'était exactement aussi la vérité. Donc, depuis 2016, je crois qu'il y a eu un courage au sommet de l'État qui met chacun à sa place. Moi, j'ai l'habitude de dire que en 2016, le pouvoir d'achat des Béninois était un leurre. C'est-à-dire que le monsieur, il gagne 100 000, mais il est déjà à 500 000, 1 million par mois, pas d'autres canaux, pas d'autres voies illégales. Et ça faisait des suites, parce qu'une économie, c'est une chaîne. Vous prenez, vous donnez à votre mécanicien, vous donnez à votre peintre, vous donnez à votre coffreur, vous donnez à votre maçon, vous donnez. Et chacun avait en main un pouvoir d'achat, mais qui n'était qu'un leurre parce que n'étant pas basé sur la réalité économique du pays. Parce que n'était pas basé sur des voies formelles. Et une fois
comme l'a dit encore une fois le professeur, faites attention, sinon vous risquez un jour d'avoir un parlement informel, un gouvernement informel, une présidence informelle. On n'en était pas loin. Heureusement que depuis 2016, le président Patrice Talon met fin à la récréation. Beaucoup de ceux qui avaient participé à son élection en 2016 avaient pensé comme c'est un homme d'affaires. Eh bien, une fois qu'il est installé au sommet de l'État, ils feront des affaires. Et quand je dis des affaires, vous savez ce que ça veut dire au Bénin. Des affaires au Bénin, ça veut dire quoi? Je fais venir mon conteneur, à partir du même connaissement, sortir 3-4 conteneurs. Faire des affaires, c'est à la mesure du possible. Je dois 1000 francs aux impôts. Je m'arrange avec le gars des impôts. Je paye 200, il me fasse la douane. Je dois la SBDE, je dois 100 francs. Je m'arrange avec le technicien qui passe. Je paye à peine 20 francs et puis il me fasse la douane. Et vous avez ça à tous les niveaux. À tous les niveaux. J'ai l'habitude de dire que est-ce qu'il y a un niveau qui n'est pas atteint? Est-ce qu'il y a un niveau au Bénin qui n'est pas atteint? Les couvents sont atteints. Les cours royales sont atteints. Les religions sont atteintes. L'école est atteinte. Tout était atteint. Tout est atteint. Il faut même encore continuer par le dire parce que les efforts se font pour corriger le tir et il faut avouer que ce n'est pas facile. Et de là où on vient de 2016 à ce jour, on peut bien saluer ce qui se fait. Il y a beaucoup de Béninois qui, au début, se posaient la question de savoir où est-ce qu'on va arriver, c'est difficile. Mais chacun aujourd'hui a commencé par voir le fruit de ces efforts-là. À savoir, vous avez suivi le discours du président Patrice Talon, quand il parle de la dignité. Parce qu'on ne peut pas asseoir la base d'une économie sur le salam alek. Mais pourquoi Patrice Talon chaque fois mentionne dignité? Dignité, parce qu'un pays... Est-ce que nous sommes déjà à cette étape où nous devons nous revendiquer une certaine dignité selon vous? Vous savez, il faut toujours commencer... Lorsqu'on parle de dignité, c'est que quand même, on est plus prêt à faire des salam alek, on est plus prêt à aller courir vers l'étranger pour demander quand même de l'aide, on est plus prêt quand même à faire certaines choses qui quand même entorsent ou entachent, j'allais dire, la dignité. Le président Patrice Talon ne vous dit pas que nous voulons vivre en autarcie. Il ne vous dit pas que nous voulons nous enfermer au niveau de nos frontières ici. Mais il dit simplement qu'un pays se construit, comme on dit, on ne développe pas un peuple, mais un peuple se développe. Et c'est cette charge que le président Patrice Talon essaie de mettre en musique depuis 2016. Quand il parle de la dignité, c'est que on ne peut pas asseoir la construction d'un pays, la construction d'une économie sur le salam alek, c'est-à-dire que vivre des impôts des autres, parce que tout ce que la France, les États-Unis, l'Allemagne, nos partenaires nous donnent, c'est à partir des impôts de leurs compatriotes. Lesquels impôts, même quand ça arrive ici, comme le tableau que je venais de peindre tout à l'heure, étaient dilapidés par nos compatriotes, par nous-mêmes. Et donc, aujourd'hui, l'effort se fait pour permettre à un Béninois qui doit vivre à la sueur de son front, comme le recommande la Bible, comme le recommandent tous les livres saints. À savoir, vous faites votre job, et vous êtes payé en conséquence. Et si ceci doit être à tous les niveaux, vous êtes sûr de construire alors une économie sur de bases saines. Et vous payez vos impôts, vous payez la fiscalité fait son boulot, les entreprises d'État fonctionnent comme il le faut, il y a une sorte de rationalité au niveau de l'administration. Vous êtes alors sûr de vivre. Le pays est sûr de vivre à partir d'une base saine et donc se lance peu à peu, comme toutes les autres nations l'ont fait. Comme moi j'ai l'habitude de le dire, je dis, les gens parlent de la France sans savoir d'où ils sont partis parfois. La France est partie de très loin pour être là où elle est aujourd'hui. C'est pareil pour l'Allemagne, c'est pareil pour la Chine. Et donc, après 61 ans d'indépendance, parce que la Chine, en espace de 70-80, parce que comme Mao disait, quand la Chine va s'éveiller, le monde va trembler. Mais cela ne fait pas 2 siècles. Cela ne fait pas 2 siècles que Mao a dit ça. Donc, c'est en moins de 100 ans que ce travail Maouz a été fait en Chine. Aujourd'hui, la Chine tient tête à tout le monde. Aujourd'hui, la Chine s'impose. Elle ne s'impose pas par autre chose. Elle ne s'impose pas le travail, par la rigueur au travail. Et c'est ce que nous tentons de faire ici aujourd'hui au Bénin. Vous avez vu un espace. Dans le discours du président Patrice Talon, nous avons 3 axes: dignité, promotion de la gente féminine et également les réformes au niveau de la décentralisation. Lorsque nous parlons de la promotion de la gente féminine, certains commentateurs de l'actualité estiment qu'il s'agit du leurre, que Patrice Talon n'a pas véritablement affiché sa volonté de promouvoir les femmes. Qu'est-ce que vous avez à dire?
regardez au gouvernement le nombre de femmes qui est là-bas. Regardez au niveau de la constitution amendée, au niveau de l'Assemblée nationale, qui désormais impose à la prochaine législature, vous aurez au minimum 24 femmes députées. Au minimum. Et si les partis politiques fonctionnent encore mieux, on aura encore plus. Et comme moi j'ai l'habitude de le dire, quand on parle de la discrimination positive en faveur des femmes, on ne dit pas aux femmes de croiser les bras non plus. C'est parce que le chef de l'État dit. Mais des efforts pour les aider, parce que quand vous confiez une responsabilité à une femme, on a souvent des résultats et de bons résultats. La femme, de par son instinct génétique, de la manière dont elle a créé, j'ai l'habitude même de dire que Dieu a créé la femme le jour où il était content. Parce que quand vous prenez la synthèse féminine, quand vous prenez la synthèse de la femme, c'est beaucoup de choses. Et tous ceux qui comprennent, et c'est le cas du chef de l'État, qui comprennent ces qualités naturelles que la femme a, il est de bon aloi de les accompagner, Elles sont nombreuses aujourd'hui qui se battent au niveau des diplômes, elles sont diplômées au même titre que nous-mêmes, elles se battent au plan politique, au plan syndical, elles se battent aujourd'hui dans Tokba, l'économie béninoise. Je suis tenté de dire, c'est en bonne partie installer un cadre pour rassurer la femme, pour la mettre en sécurité. Au-delà de l'installation de cadres, c'était là la politique menée au sommet de l'État qui vise à leur redonner ou à leur donner toute la quintessence des valeurs qu'elle représente. Et c'est pour ça que le chef de l'État a voulu même encore aller plus loin en mettant ou en renforçant le cadre qui est mis en place pour elle-même. Comme vous pouvez le savoir, ce n'est pas seulement qu'au niveau de ce cadre-là. Mais il n'y a que de manière globale, le gouvernement, déjà quand un gouvernement travaille à ce que systématiquement, parce qu'on pouvait faire une élection législative et se retrouver à 5 femmes à l'Assemblée, 10 femmes. Mais c'est que systématiquement, à la prochaine législature, on aura au moins 24 femmes. Parce que la loi l'impose. Et on pourra aller encore plus loin. Parce qu'au niveau des partis politiques, au niveau des partis politiques, il leur est demandé aussi de faire des efforts pour accompagner des femmes. C'est ce qui se fait au niveau de l'Union progressiste dont moi je suis membre. Le président Bruno Amoussou, chaque fois le martèle sur la nécessité au niveau des coordinations départementales du parti, au niveau de toutes les instances du parti, la nécessité de procéder à la discrimination positive qui aide à la femme à être aux commandes, parce que parfois elles n'ont besoin que d'un petit coup de pouce pour prendre complètement leur élan. Vous le dites, et je profite pour rendre hommage à Madame Rosine Soglo qui vient de nous quitter, qui a été une brave dame au titre de la lutte féminine pour l'intérêt général dans notre pays. Donc, je peux vous dire que le chef de l'État, que le gouvernement travaille à ce que la gente féminine prenne complètement sa place dans la gestion de notre pays, dans le quotidien des Béninois. Déjà, je disais que tout à l'heure que l'économie du Bénin, c'est pratiquement dans les mains des femmes, parce que je sais ce que représente dans notre économie, je sais ce que représente Missebo, je sais ce que représente la filière véhicule d'occasion dans notre économie, je sais ce que représente le travail des femmes, parce que faites un tour déjà à tous les niveaux où elles travaillent, vous allez les voir. Parce que ce n'est pas que de l'administration qu'on parle. Une économie, c'est le secteur privé. Et nos femmes sont beaucoup plus dans le secteur privé. Il ne leur reste qu'à les aider dans un encadrement qualitatif, dans un encadrement rationnel, afin de permettre qu'elles donnent encore le meilleur d'elles-mêmes. Et en donnant ce meilleur-là, il n'y a que le Bénin qui gagne en définitive. Il n'y a que le Bénin qui gagne en définitive. Vous êtes ancien préfet des départements de Lomé et du Plateau. Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire et impérieux de réformer nos communes, la gestion de nos communes, pour ne pas dire la décentralisation en général? Vous savez, comme diraient les Arsa, je fais un KDD au président de la République et à son gouvernement, parce que les points focaux du développement de notre pays sont touchés souvent des mains. J'ai l'habitude de dire à ses amis politiques que le président Talon a un meilleur diagnostic de notre vivre ensemble. Parce qu'à la faveur de la décentralisation, la possibilité a été donnée à chaque commune de profiter de ses capacités, de profiter de ses opportunités, de profiter de ce que la nature lui a donné. Mais là aussi, il faut avouer
De la même manière, je parlais de la difficulté démocratique. Nous nous sommes retrouvés là aussi en difficulté au niveau des communes. Vous avez des maires qui arrivent que pour leurs propres intérêts. Vous avez le conseiller communal qui est élu parce qu'il a des visées sur les marchés, sur des problèmes fonciers. Vous avez une situation qui à un moment donné était très embarrassante, pour ne pas dire embarrassante, pour les ministres en charge de la décentralisation, les ministres de l'Intérieur, que les préfets des départements, parce qu'il faudra bien gérer ces situations-là. Vous savez, quand on fait des élections municipales et communales, avant pour installer les conseillers communaux, est-ce que vous savez qu'il y a des conseillers qui sont obligés d'être kidnappés? Il y a l'ensemble des certains conseillers qu'on est obligé de prendre d'un point A. J'en connais qu'on a fait partie des communes de Lomé et qu'on a amené jusqu'à Parakou pour ne les ramener que la veille. D'autres comprennent qu'on séquestre pratiquement, qu'on va mettre quelque part, à qui on retire tous les téléphones parce qu'on ne veut pas qu'ils soient en contact avec Y. Et ce n'est que le jour qu'on amène. Ou bien le jour où on veut installer, où les conseillers arrivent, et le représentant du préfet arrive pour installer, et on se rend compte que l'ensemble des conseillers n'est pas venu, parce qu'entre-temps, les deals, entre-temps, la veille, n'ont pas marché. Bref, situation chaotique. Et qui ne peut absolument pas faire développer nos communes. Sinon, le peu de temps même déjà qu'on a fait au niveau de la décentralisation, on aurait pu mieux le ressentir déjà au niveau de nos communes. Et le chef de l'État, en touchant du doigt ce point, a touché un point névralgique du développement de notre pays, parce que nos partenaires au développement, ainsi que même les acteurs publics de notre pays, chacun nous sommes conscients, parce que comme dirait l'autre, on peut gouverner à partir du haut, mais on peut administrer de haut, mais on gouverne de très près. Il faut être bien plus proche des populations. Donc le chef de l'État, les réformes n'ont pas commencé même maintenant. Ça a commencé tout de suite dès qu'il est arrivé en 2016. Puisque vous vous souvenez que dès qu'il est arrivé, les 6 chefs-lieux qui n'avaient pas été choisis parce qu'il y avait beaucoup de difficultés et sur le terrain, chacun veut que ce soit ici ou là-bas, il est venu, il a tranché. Parce que l'État n'a pas d'état d'âme. L'État n'a pas d'état d'âme. Il a tranché, on a eu les 6 autres chefs-lieux, pour la simple raison qu'il faut beaucoup plus rapprocher l'administration de l'administré. Parce que quand moi j'étais en charge des départements de Wemé Plateau, vous assurez, de Porte-Nouveau, il faut que je suivais tout ce qui se passe dans le plateau. Mais aujourd'hui qu'il y a un préfet dans le plateau, au moins il n'est que préfet de 5 communes, ça lui permet, c'est encore déjà plus proche. Et il y a un préfet de Lomé qui administre les 9 communes sous sa tutelle. C'est déjà encore plus rapproché aussi. Et ça fait un peu plus d'efficacité. Mais les réformes qui sont annoncées aujourd'hui vont encore plus permettre à ce que les maires s'occupent essentiellement de ce qu'il faut. Et le gouvernement aura un droit de regard sérieux sur ce qui veut se faire. Et ceci, c'est à l'avantage de nos communes. Et chaque conseiller qui arrive, c'est qu'il arrive pour apporter quelque chose pour le développement de la commune. Et je voudrais inviter l'ensemble des acteurs publics, des acteurs politiques et même sociaux, je dirais, d'accompagner ces réformes. Parce que chacun d'entre nous venons de quelque part. Moi, je viens de Porto-Novo. Celui qui vient d'Agbanizou, celui qui vient de Tukuntounan, celui qui vient de Kalalé. Comme dirait encore l'autre, il faut savoir rendre ce que nous avons pris. Nous sommes nés de nos parents, ils nous ont envoyés à l'école, on a appris à faire quelque chose, nous avons nos âges, nous avons quelques pauvres qualités, mettons-les à disposition de nos communes. Mettons-les à disposition du développement de nos communes. Et le gouvernement, lui, ne viendra que accompagner ce qui se fait. Et quand je prends, dans le cas de Lomé, dans le cas du plateau, moi j'ai l'habitude de dire, nous ne pouvons pas avoir le Nigeria à côté et en train de souffrir. Ce n'est pas loin, ce n'est pas loin d'une biche qui a soif alors qu'elle est au bord de la rivière. Nous avons Lagos qui nous fait d'eau tout de suite. Nous avons d'autres États du Nigeria qui nous font d'eau tout de suite. Il faut que les différentes communes, les départements de Lomé et du plateau puissent en profiter. Pour mieux en profiter, il faut une certaine rationalité à la tête au niveau de ces communes, les différents. Mais j'ai l'habitude de dire que les partenariats, ce n'est pas forcément en Estonie, ce n'est pas forcément derrière une commune en Russie là-bas qu'il faut les chercher. On peut les chercher au Nigeria ici, on peut aller les chercher au Ghana, on peut aller les chercher en Côte d'Ivoire. Et mieux, la diaspora béninoise est forte
et qui a beaucoup de moyens, qui a beaucoup de canaux dont nos communes peuvent profiter. Et je pense que tout ceci mis ensemble et géré de manière efficace ne peut que permettre à nos communes de mieux respirer. De mieux rester. Alors, avant de finir ce pan de l'émission, j'allais vous interroger par rapport à une polémique. D'aucuns disent que le président Patrice Talon n'est pas du tout social. Le hautement social annoncé lors de l'investiture n'a pas évoqué dans le discours. Qu'avez-vous à dire sur ça? Vous savez, il faut faire attention avec le mot social. J'entends ça souvent et parfois je me dis, les gens parlent de ce qu'ils ne savent pas. Quand on parle du social, vous avez plusieurs thèses. Vous avez des thèses qui pensent qu'il faut amener le manioc, le blé, le maïs dans chaque maison. Il y en a qui pensent qu'il faut distribuer de l'argent à tout vent. Cette thèse-là, on l'a eu, c'est un peu pro-communiste, pro-socialiste, et on a vu les résultats. Je vous ai dit tantôt que jusqu'en 1982, nous sommes allés à un taux de croissance de 15,6%. Le président Mathieu Kérékou, pendant un jour avec lui, il m'a dit, personnellement, il m'a dit, moi j'ai fait ce que j'ai pu pour notre pays. Et personne n'a vu le président Mathieu Kérékou avec beaucoup de maisons, beaucoup de milliards. Comme ça veut dire qu'il s'est beaucoup battu, il s'est sacrifié pratiquement pour le pays. Mais malheureusement, la politique choisie ne peut pas aller loin. Moi, mon grand-père avait l'habitude de me dire que tout ce que tu ne peux pas terminer, il ne faut pas commencer. Et donc, des thèses sociales proches de la distribution à tout vent ont donné les limites. Vous avez une autre thèse sociale. L'autre thèse sociale constitue à mettre en place les bases d'économie durable, à mettre en place tout ce qui permet à ce que dans le temps et de la possibilité que ça traverse les âges, les gens puissent mieux se porter. Je prends 2, 4 ou 3 exemples. Aujourd'hui, vous avez des infrastructures à divers niveaux dans la ville de Cotonou, dans la ville de Porto-Novo et dans beaucoup d'autres villes du pays. Le temps que vous pouvez mettre normalement pour aller à un point A à un point B, avant, si ça devait vous coûter 30 minutes, si ça vous coûte 10 minutes, sachez que vous avez gagné quelque chose. L'infrastructure routière qui passe devant une rue, qui était dans un bas-fond avant, laquelle passait peut être vendue, disons, à 5 millions. Aujourd'hui, que le goudron y passe ou un pavé y passe, du coup, ça monte à un prix donné. Si vous avez votre papa qui vivait là-bas, vous que vous êtes cadre dans l'administration, ou vous vous affairez, je ne sais pas où, et que vous avez vu qu'il y a une bonne route qui passe désormais devant la parcelle où vit papa, au lieu que chaque matin vous vous époumonez pour aller lui donner quelque chose, vous dites, papa ou maman, je vais essayer de mettre une petite boutique ici, parce que puisque la voie passe, bien maintenant. Et une fois que vous l'installez, mais papa vivra encore mieux que vous soyez obligé de passer chaque samedi, lui remettre un peu de votre salaire. Et mieux, quand je passe à l'éducation nationale, le président Mandela a dit, quand vous voulez tuer un peuple, n'envoyez pas forcément une bombe atomique là-bas. Retirez-leur l'éducation et ils vont s'entretuer eux-mêmes. Aujourd'hui, que l'éducation est suivie, il n'y a pas de grève intempestive qui fout en l'air l'éducation de notre pays ou des difficultés au niveau de nos écoles. Nous voici à 64% du taux de baccalauréat cette année. Et à un moment donné, par exemple, même le pauvre fonctionnaire, ça m'étonnerait que vous ne soyez pas dans le cas où chacun voulait à tout prix envoyer nos enfants dans les écoles privées. Parce que tu te dis, quand tu le laisses dans une école publique, l'enfant peut faire 3-4 mois parfois à la maison, parce qu'il y a grève. Et donc, sur le pauvre salaire que je gagne, je suis obligé d'aller déposer mon enfant dans une école dont, en réalité, je n'en ai pas les moyens. Je suis obligé de m'époumoner pour payer ça. Aujourd'hui, qu'il y a une stabilité au niveau de l'école, je peux bien laisser alors mon enfant. C'est du social, tout ça. Aujourd'hui, la cantine scolaire dont on parle, c'est des milliers d'enfants aujourd'hui qui ont un repas chaud par jour. Donc, je peux vous dire ceci. Le social, le social est bien effectif, sauf les gens, à un moment donné, et malheureusement, moi je le dis avec toutes les fibres de mon corps, les Français disent ceci: celui qui refuse de faire pleurer son enfant pleurera pour lui après. Et donc, le fait qu'on a installé à un moment donné une générosité à haute dose dans notre pays est dangereuse pour le pays, parce qu'à un moment donné, l'enfant ne veut plus rien faire, il veut l'argent. Il veut le pain et le prix du pain. Il veut le beurre, le prix du beurre, même tatine dedans. Un pays ne se construit pas comme ça. Un pays se construit dans la rigueur. Un pays se construit avec des bases saines. Un pays se construit avec la possibilité que chaque citoyen, où qu'il soit en mesure, vous voyez, du social. Le coton qui est passé à 728 000 tonnes. Mais
Vous n'avez pas idée du nombre de milliers de nos compatriotes qui en bénéficient. Le lot qui est rentré désormais, parce que de 2016 à 2021, on est passé de 45%, mon cher ami, à 70%. 45% à 70%. Vous êtes à Cotonou, vous ouvrez le robinet, vous avez l'eau, vous pouvez ne pas savoir ce que ça veut dire. Mais faites un tour au Bénin, dans le Bénin profond. Et parfois, le Bénin profond, ce n'est pas loin. Ou pour avoir de l'eau potable, il faut aller très loin. Ou alors pour avoir de l'eau, tout simplement, il faut faire beaucoup de kilomètres, apporter de l'eau, chacun sait ce que ça veut dire. Prenez l'électricité. Aujourd'hui, nous sommes à près de 60% d'indépendance énergétique. Et au cours de ce mandat, nous traverserons les 100%. Et comme le dit le chef de l'État, on pourrait être même en mesure d'en vendre au pays de la sous-région. C'est du social. Parce que je suis mécanicien, je suis soudeur, je suis forgeron, je suis tailleur, je n'en sais rien du tout. Mais s'il doit y avoir des coupures de courant de manière intempestive, mais le social est en difficulté. Le social, ce n'est pas vous permettre de voler. Le social, ce n'est pas vous permettre d'avoir des primes à ne point finir. Le social, ce n'est pas organiser des colloques, des séminaires qui ne veulent rien du tout, mais en réalité, c'est pour permettre aux fonctionnaires, c'est pour permettre aux directeurs, c'est pour permettre aux ministres de siphonner, et j'insiste sur les mots, de siphonner l'économie du pays. C'est pas ça le social. Le social, ce n'est pas que je me bats pour être un agent des services des impôts, je me bats pour être agent au service de la douane, je me bats pour être à tel service, parce que je sais que là-bas, je peux aller charcuter l'économie nationale. Le social, ce n'est pas parce que vous êtes à un service qui coûte 1000 francs, il faut que l'usager qui passe vous donne 2000 ou 5000 avant que vous ne fassiez ce que vous avez à faire. Le social, ce n'est pas que vous êtes dans l'administration et qu'au niveau du ministère des Finances, on n'a pas la fiche réelle de la paie nationale parce qu'on ne sait pas qui prend, même des morts étaient payés. Il fallait régler toute cette situation. Bref, le social, c'est se mettre rigoureusement au service de l'État et travailler à ce que, mon cher ami Kader, vous vivez mieux à partir du travail que vous faites. Et que ce travail soit payé à son juste prix. Et non qu'on vous gruge. Soit payé à son juste prix. C'est ça aussi le social. Mais le social, ce n'est pas la distribution à tout vent. À tout vent. Alors, nous allons évoluer un peu dans cette émission. Nous allons progresser, dire un petit commentaire, parce qu'il n'est pas souvent recommandé de commenter des dossiers devant la justice, mais ça a fait l'actualité tout au long de cette semaine. Des uns, pour ne pas des analystes, ils voient une main politique derrière. Il s'agit du dossier de Joël Frédéric Aïvor devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Vous avez suivi un peu l'évolution de ce dossier. En quelques minutes, dites-nous quel commentaire vous pouvez faire dessus. Non, je crois que... Vous pensez que c'est un dossier purement politique? Est-ce que vous pensez qu'on est en train de vouloir régler des comptes politiques à Joël Aïvor? Je crois que vous avez déjà dit l'essentiel dès le départ, et je voudrais qu'on s'en limite à ça, à savoir que tout dossier pendant devant la justice, il faut bien faire attention. Il ne faut pas y mettre beaucoup de commentaires. Il y a une seule chose, ce que je peux dire, c'est que je fais confiance à la justice de notre pays, et j'aime que le droit soit dit, et je pense que le temps nous permettra de nous situer sur le dossier. La justice, puisque j'ai appris le dossier est parti en instruction, la justice dira son mot. La justice dira son mot. Et par rapport au dossier des 39 hectares dans la commune d'Abomey-Calavi, vous en tant qu'ancien préfet, lorsque vous avez appris un peu ce dossier, vous avez été préfet de Lemay du Plateau, ça fait plusieurs communes, environ 14 communes. Vous savez un peu comment ça se passe, la gestion du foncier, les problèmes domaniaux et autres. Qu'est-ce que ce dossier-là vous inspire? C'est pareil que le premier dont on a parlé tout à l'heure. Cependant, devant la justice, c'est vrai que des sillons de verdict nous est présenté. Là aussi, je veux que le droit soit dit. Et s'il y a une chose que je dois recommander, c'est que je quitte ce dossier, mais pour dire à l'ensemble des maires, à l'ensemble des préfets en responsabilité, de tout faire pour gérer de manière rationnelle les dossiers fonciers. De tout faire pour faire attention. Parce que moi, j'ai été président de la commission des affaires domaniales à Cotonou, ici, en tant que conseiller municipal de la ville de Cotonou. Donc, j'ai une idée un peu de ça. À un moment donné, je peux vous dire, j'ai été tenté même carrément de laisser la fonction.
il y a une sorte de ruée vers les affaires domaniales par les Béninois. Le Béninois, il pense qu'il faut forcément avoir 100 parcelles, 1000 parcelles pour bien vivre. Ce n'est pas sûr que ce soit vrai. Vanité des vanités, vanitatum vanitatum. Donc, moi je recommande tout simplement de faire attention avec les dossiers fonciers. Je le recommande formellement au maire en responsabilité, si après la fonction ou même pendant la fonction ne veut pas se retrouver devant la justice. De ne pas céder, parce que quand vous êtes en responsabilité, c'est des amis qui viennent, c'est des frères qui viennent, c'est des sœurs qui viennent, ou même vous-même par ambition, ou votre épouse. Bref, la pression est souvent très forte. Mais il faut tenir droit dans ses bottes. Sinon, c'est vous qui répondez demain là-bas. Et là-bas, le magistrat lui tranche en fonction du contenu du dossier. Et c'est ça. Et je vous ai dit tantôt, l'État n'a pas d'état d'âme. Et par conséquent, c'est avec beaucoup de modestie et d'humilité que je recommande au préfet en responsabilité, au maire en fonction, aux chefs d'arrondissement et même aux conseillers communaux et municipaux, et même aux administrations communales et municipales. Je leur recommande de faire beaucoup attention avec les affaires domaniales. En tout état de cause, c'est que la justice, elle, dira son mot et mieux. C'est que le gouvernement du président Patrice Talon démontre à qui veut encore y croire sa volonté acharnée de faire éviter ces genres de difficultés à nos communes et à notre pays. Alors, Moukama Darou, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Également, notre actualité cette semaine, c'est celle liée à la main tendue du président Patrice Talon à l'ancien président Thomas Boni-Yayi. Ça a fait objet de commentaires tout au long de cette semaine. Certains ont estimé que pourquoi veut-on forcément faire la paix avec Boni-Yayi? Pourquoi est-ce que des problèmes entre deux hommes doivent être tributaires sur la paix et la cohésion d'une nation? D'aucuns estiment qu'il est impérieux que les deux hommes fument le calme de la paix et font un rapprochement avec la situation qui s'est déroulée récemment en Côte d'Ivoire, à savoir que Alassane Dramane Ouattara a rencontré Laurent Gbagbo dans une grande convivialité. Est-ce que vous pensez que le Bénin peut tirer profit de cela? Est-ce que vous pensez que l'amitié entre Patrice Talon et Thomas Boni-Yayi, la bonne camaraderie entre ces deux acteurs politiques est nécessaire pour la bonne cohésion nationale? Je peux vous dire d'emblée que le Bénin n'a pas de leçon à recevoir de la Côte d'Ivoire dans cette matière. C'est nous qui avions fait la conférence nationale dans ce pays et c'est parti sur l'ensemble du continent africain, première chose. Deuxième chose, nous avons toujours trouvé des canevas pour régler nos problèmes et ceux qui parlent, qui prennent cet exemple, je voudrais bien leur demander de faire attention parce que les 3000 morts dont on a parlé en Côte d'Ivoire, on n'en veut pas ici. Un ancien chef d'État qui se retrouve à la CPI, nous on n'en veut pas ici. Et donc dire que le chef de l'État, sa main tendue, elle est là en permanence, suivez ses actes, suivez ses discours. Et le médiateur de la République s'est porté au domicile du président Yayi Boni à Tchaourou et il a bien dit que c'est instruction du chef de l'État. C'est pour dire que la politique politicienne n'est pas au centre de ce qui se fait au sommet de l'État aujourd'hui. Le président Yayi Boni a dirigé ce pays pendant 10 ans. Je lui présente toutes mes condoléances par rapport au décès de son parent. Et je pense qu'il ne faut pas céder aux rumeurs, il ne faut pas céder à ce que j'entends ici et là souvent, parce que la sérénité avec laquelle le président Patrice Talon gouverne le pays et qui permet à ce que notre pays soit en train de faire aujourd'hui de bons, enviés au niveau de la sous-région et même à l'international. Je crois qu'il faut confirmer cette volonté de sa part. Et pour le reste, je pense la démocratie à court dans notre pays, elle est recadrée parce qu'elle s'est retrouvée en déconfiture, il faut bien le dire, et il faut continuer à y mettre de l'ordre, de sorte que chaque Béninois, sa liberté n'entame pas la liberté de l'autre, que la liberté de chaque citoyen n'entame pas la liberté de notre peuple à la prospérité, à l'avancement et l'avancement de notre pays. De notre pays. Alors, lorsqu'on parle de Patrice Talon de Boni-Yayi,
toujours, puisque nous sommes sur la toile, nous aimons sur la toile, nous lisons beaucoup un peu les commentaires sur la toile, les uns et les autres estiment que la plaie est assez profonde, que nous ne puissions pas revoir encore les deux hommes renouer avec cette bonne amitié enviée par le passé. Parfois ça se passe, c'est une vue d'esprit des uns et des autres, et donc je peux vous dire que au niveau du chef de l'État, la volonté de faire en sorte que notre pays soit dans la stabilité, notre pays soit dans la paix et notre pays soit dans la disposition de mieux se reproduire, de mieux se construire pour l'avenir, elle est totale. Que ce soit ces rapports avec les anciens chefs de l'État, je veux parler du président Nicéphore Soglo, je veux parler du président Yayi Boni, qu'avec l'ensemble des acteurs politiques du pays, ça se constate sur la volonté du respect des tests que nous sommes librement donnés, de la démocratie qui doit être efficiente et efficace. Qui vous souviennent que même le président Yayi Boni lui-même avait parlé de démocratie Nescafé. Et le contenu de démocratie Nescafé, il voulait dire que on était au fond du gouffre et qu'il fallait absolument sortir de là. Et je pense que nous sommes en train de sortir peu à peu de là. Il reste encore des efforts à faire, de sorte qu'au niveau des partis politiques, nous ayons le sens aigu de responsabilité, que nous ayons au niveau de nos centrales syndicales, au niveau de nos syndicats, une certaine rationalité dans la gestion du militantisme, que nous ayons la possibilité au niveau de notre presse, une presse complètement responsable, au service de la démocratie, au service du développement, bref, tout ce qui permet de retrouver le discours du 1er août 1960 du président Hubert Maga, à savoir l'invite au travail bien fait, l'invite à un vivre ensemble qui permet à ce que je sois de Kana ou de Zayanando, ou que je sois de Ketou, de Pobé, bref, où que je sois sur le territoire national, non seulement que je me sens chez moi, mais que j'ai la possibilité de m'épanouir. Et vous savez, le Bénin, nous l'avons en héritage. Nos différents rois, les anciens présidents, les membres de la conférence nationale, les gens se sont battus pour que nous ayons ce Bénin. Nous avons l'obligation morale, nous avons l'obligation citoyenne de travailler à ce que demain soit meilleur. Aujourd'hui, les gens envient la France, mais il a fallu de Victor Hugo. Beaucoup ne le savent pas. Victor Hugo n'était pas que écrivain. Victor Hugo était un homme politique. Les gens ne savent pas que les Rousseau, les De Gaulle ont travaillé pour qu'aujourd'hui Macron ait de quoi travailler plus facilement. Ce n'est pas la même chose ici aujourd'hui. Nous avons encore presque quoi inventé pratiquement dans le cadre de notre meilleur vivre ensemble. Et je pense que chaque Béninois, où qu'il se trouve, sur le territoire national, même à l'extérieur, nous devons avoir le Bénin comme en priorité de nos actes. Nos intérêts doivent être seconds et l'intérêt de notre pays doit être premier. Et c'est ça qui explique, moi, mon soutien total aux actions du chef de l'État. J'ai dit tantôt, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, tout ne va pas bien, madame la marquise, et ce n'est pas du jour au lendemain qu'on construit un pays. Ce que vous avez en France, c'est plus de 200-300 ans de travail. Ce que vous avez en Chine, c'est il y a près d'un siècle. Et ce qui se fait depuis 56 ans, on ne peut pas dire que tout de suite les choses soient... Mais, quand vous voyez quelqu'un qui touche au ballon, vous pouvez savoir s'il est un bon joueur. Quand vous voyez quelqu'un qui est les pas de danse, vous êtes en mesure de savoir s'il est un bon danseur. Et donc, quand vous observez les pas que pose le président Pakistan, quand vous voyez l'allure de la courbe, elle est bonne, il faut la confirmer. Vous la confirmez. Vous avez évoqué à plusieurs reprises cette expression vivre ensemble. Que pensez-vous du vivre ensemble aujourd'hui au Bénin? Le vivre ensemble aujourd'hui au Bénin est infecté. Moi, je n'ai pas peur des mots. Est infecté. Les couples sont en difficulté. La femme ne fait pas confiance au mari, le mari ne fait pas confiance à la femme. Au niveau de nos ateliers, de nos bureaux, de nos administrations, le patron ne fait pas complètement confiance à son collaborateur, le collaborateur non plus. Vous prenez quelqu'un, vous l'amenez à côté pour faire des affaires ensemble, il veut vous gruger. Bref, notre vivre ensemble est infecté. Et sur le plan politique surtout. C'est pour ça que, vous savez, la politique n'est que, ce n'est que l'émanation de ce que c'est qu'un peuple. La politique, c'est pour ça qu'on dit qu'on n'a que le dirigeant qu'on mérite. La politique, c'est l'émanation d'un peuple. Donc le problème, il est global. Donc je voudrais simplement dire aujourd'hui, à la suite du chef de l'État,
inviter chaque Béninois à prendre en considération sa personne, à prendre en considération le pays, à travailler pour la dignité de notre pays, à travailler pour un meilleur vivre ensemble. Et c'est pour ça que ce soit l'école, que ce soit l'église, que ce soit les mosquées, que ce soit, bref, l'ensemble des axes par lesquels on atteint la masse, que l'essentiel soit fait pour inviter chaque Béninois à un meilleur vivre ensemble, à mieux prendre en compte son vis-à-vis, à mieux prendre en compte son prochain. Et je pense que si cela est fait, notre vivre ensemble trouvera beaucoup plus d'avancées. Et je pense que le travail qui se fait au niveau du gouvernement, qui a installé quand même une certaine rigueur dans la gestion des affaires publiques, comme on le dit, la peur du gendarme est le commencement de la chassesse. Et vous constaterez que si ceci peut se faire dans le temps et traverser les âges, cela va être imprimé dans notre mentalité, nous conforter dans notre citoyenneté, et par conséquent, cela permettra à ce que notre vivre ensemble puisse mieux se porter. Alors, Moukamba Daro, nous sommes à la fin de cette émission. Vous allez regarder droit dans cette caméra pour adresser un message rempli d'espérance à ces Béninois et Béninoises, que ce soit les militants de votre formation politique, ceux qui sont apolitiques, mais qui ont pris de leur temps ce dimanche à travers leur data mobile pour suivre cette émission, que ce soit sur le plan national ou international, qui ont voulu quand même accorder un peu d'attention à vos mots, qui ont voulu suivre ce que vous avez dit, à suivre votre message. Vous allez leur rappeler un peu qu'est-ce qui constitue les réelles motivations de votre admiration à l'égard de la gouvernance talent, et également un message rempli d'espérance à leur endroit. Je voudrais rassurer l'ensemble de nos compatriotes que les efforts qui se font, et d'ailleurs qui produisent les résultats à divers niveaux, que ce soit sur le plan agricole, que ce soit au niveau des infrastructures, qu'au niveau de l'école, que ce soit au niveau de notre diplomatie, qu'au niveau de la sécurité, les efforts se font de manière très claire, de manière nette. Les efforts se font de manière courageuse, et les efforts se font de manière citoyenne, je dirais, parce que il n'est pas toujours facile de prendre certaines décisions. Elles se prennent dans l'intérêt. Vous savez, quand un enfant est malade, quand sa maman veut lui donner des médicaments, l'enfant n'en veut pas parce que ce n'est pas du yaourt, ce n'est pas délicieux, mais la maman est obligée de trouver toutes les stratagèmes qu'il faut pour lui faire administrer ce médicament. Et si l'enfant prend son médicament, il retrouve sa santé, et la maman retrouve aussi le sourire de voir son enfant bien se porter. C'est cet effort aujourd'hui qui se fait au sommet de l'État à travers les différentes réformes qui se font. Et je voudrais dire aux Béninois installés dans le pays, comme ceux de la diaspora, de faire confiance à leur pays, de faire confiance à leur gouvernement, et de ne pas faire que confiance, mais d'apporter leur contribution. Ils font partie de la chaîne. Et comme l'a dit le roi Guézo, si chacun venait à boucher la jarre trouée, les trous seront bouchés. Et donc je voudrais les inviter à ce que chacun contribue à ce qui se fait, pas le peu qu'il sait faire, par les canaux dont il peut trouver, à positiver et à contribuer de manière efficace. Je voudrais le dire que après 5 ans que nous ayons eu les résultats que nous avions eu là, et dans lesquels il faut bien mettre les temps de tâtonnement, parce qu'il vous souvient que certains avaient parlé même de gouvernement maquette dans ce pays. Or, on n'en était qu'à l'aide des réflexions, des stratégies. Mais aujourd'hui, la machine est huilée, comme l'a dit le chef de l'État quand on était en campagne électorale. Aujourd'hui, la machine est huilée. La machine est huilée. Tous les ministres qui sont en place, ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils ont une idée très claire de la vision du chef de l'État. Le chef de l'État lui-même est complètement huilé. Et donc la machine est huilée. Et donc les résultats que nous avions eus pendant les 5 ans du premier mandat pourraient bien être multipliés par je ne sais pas combien. En tout cas, ça va être coefficié. Parce que la machine est complètement huilée. Et ceci permettra à ce que, comme le dit le chef de l'État lui-même, dès le début déjà, mais tout ça mieux. Mais aujourd'hui déjà, je crois que beaucoup de Béninois en sont déjà convaincus que Agbono est nouveau. Et je pense que au bout de ce second mandat, ils s'en rendront encore beaucoup plus compte. Et moi, c'est ça qui explique globalement
C'est ça qui explique fondamentalement le soutien que je fais à sa gouvernance, surtout, peut-être parce que j'ai été préfet du département, je n'en sais rien du tout, surtout dans la restauration de l'autorité de l'État. Parce que dans nos villages avant, et même à une date récente, dans nos familles, la rigueur avec laquelle les parents tenaient nos entités permettait à ce que tout papa qui est à côté est votre papa. Toute maman qui est à côté est votre maman. Parce qu'il y avait la rigueur. Quand tu déconnes, on s'occupe de toi et tu n'as même pas la posée de dire à ton père à lever le soir. Parce que dès que tu lui dis, lui-même s'occupe encore et gagne de toi. Et donc, il faut bien qu'il y ait de la rigueur dans la gestion de la chose pour que chacun soit à sa place. Et chacun à sa place travaille à ce que même la Bible le recommande, le Coran le recommande. Chacun doit pouvoir vivre à la sueur de son front. Mais le gouvernement, dans son rôle régalien, travaille à améliorer le cadre de travail de chacun d'entre nous. Et moi, je peux rassurer. Et ce n'est pas une assurance ex nihilo. C'est une assurance partie de ce que chacun a vu. Celui qui est à l'extérieur, j'ai l'habitude de dire à certains amis qui sont, j'ai dit, fais un tour dans le pays, tu me diras. Le reste, parce que l'économie, ce n'est pas de la littérature, c'est des faits concrets. Et le concret est là aujourd'hui, c'est que nous avons, les Burkinabés à un moment donné nous ont qualifié de Bénin un pays qui produit le coton à la télé. Parce qu'on était beaucoup plus à la télé que dans les champs. Et on tournait autour de 350 000, 400 000 tonnes. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à 728 000 tonnes. Premier au niveau de la sous-région. Ce n'est pas rien, c'est beaucoup. Et donc, je souhaite que les Béninois puissent continuer à faire confiance au chef de l'État et à son gouvernement. Et au chef de l'État, je souhaite de maintenir le cap et que la grâce d'Allah accompagne dans l'exercice de cette fonction, dans l'intérêt supérieur de notre pays et de notre peuple. Merci à vous, Mokaram Badarou, chers amis internautes. Entre autres, on retenait de cet entretien que parlant de la commémoration de la fête de l'indépendance du Bénin le dimanche dernier, Mokaram Badarou a dit qu'à 61 ans, on peut dire que nous avions bien fait des pas. Il a exposé de façon détaillée les 3 grandes périodes qui ont rythmé la vie politique du Bénin. Il a rendu un hommage à Albert Tévoé-Djere, à Mathieu Kérékou et à Nicéphore Dieudonné Soglo dans son argumentaire. Parlons de la démocratie. Pour lui, au bout du rouleau, on s'était installé, j'allais dire, dans une difficulté démocratique chargée d'anarchie. La liberté était libertinage, a-t-il dit, mais depuis 2016, la rupture a été faite. Il a présenté en quelques grandes lignes les résultats des réformes opérées par le régime du président Patrice Talon dans les différents domaines les plus névralgiques. Il a rappelé que le diagnostic fait en 2016, le diagnostic fait en 2016 qui a été favorable à l'avènement du régime de la rupture au pouvoir. Il a salué le courage du président Patrice Talon, car il n'est pas facile de contrer la mafia et la voyoucratie. En 2016, le pouvoir d'achat des Béninois était un leurre et il l'a démontré au cours de cette émission. Il a fait également la caricature du degré de putréfaction avancée du pays en 2016. Patrice Talon ne dit pas que nous voulons vivre en autarcie, a-t-il laissé entendre au cours des échanges. On ne développe pas un peuple, le peuple se développe, a-t-il également laissé entendre. Il a parlé également en ce qui concerne la promotion de la féminine. Il a exposé un peu les dispositions législatives qui existent, qui promeuvent les femmes dans les instances de décision, et il a témoigné du grand leadership du président Bruno Amousso qui travaille inlassablement à la promotion de la gente féminine, notamment dans sa formation politique, l'Union progressiste. Il faut encadrer qualitativement et rationnellement il faut un encadrement, j'allais dire, qualitatif et rationnel pour les femmes, a laissé entendre notre invité. Pour lui, Patrice Talon a un meilleur diagnostic de notre vivre ensemble. Parlons de la décentralisation. Les maires sont élus pour leurs intérêts, a-t-il laissé entendre. En tant qu'ancien préfet, il a fait savoir que les conseils communaux se focalisaient sur les marchés et les fonciers, ne se préoccupaient pas du développement. Il a exposé comment était fait l'installation des conseils communaux par le passé. Il faut que les différentes communes de l'Ouémé et du Plateau profitent du bon voisinage avec le Nigeria, a laissé entendre notre invité. Il a rappelé aux maires que les partenariats ne doivent pas se signer exclusivement avec les pays européens, mais qu'on peut également penser aux pays africains
tels que le Nigeria et le Ghana. Il a démontré que le social est bel et bien effectif sous le régime du président Patrice Talon. Le social n'est pas permettre de voler, de siphonner l'économie du pays ou de permettre la corruption, a laissé entendre notre invité ce matin sur Free Matin. Parlant des dossiers Ivor et 39 hectares devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, il fait confiance à la justice et il invite que le droit soit dit. L'ancien préfet des départements de l'Ouémé et du Plateau a adressé un message aux chefs d'arrondissement, aux maires et aux préfets. Il les invite à faire attention à une gestion rationnelle des affaires domaniales. Le Bénin n'a pas de leçons à recevoir de la Côte d'Ivoire s'agissant de la main tendue du président Patrice Talon à Boniaï et également de ce rapprochement que les uns et les autres font par rapport à la situation en Côte d'Ivoire. Nous savons nos carnevals pour régler nos problèmes, a laissé entendre notre invité. Un président de la République à la CPI, nous n'en voulons pas au Bénin. 3000 morts, nous n'en voulons pas, a-t-il laissé entendre. La main tendue est effective, a rappelé notre invité ce matin. Notre démocratie est recadrée car elle était en déconfiture. Et à la fin de cette émission, il vous a adressé un message rempli d'espérance et vous a démontré pourquoi il faut et pourquoi il croit en la gouvernance du président Patrice Talon. Moukamba Daou, j'espère qu'il a été plus ou moins fidèle à vos propos. Très fidèle. Récapitulative. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes acteur politique, ancien préfet des départements de l'Ouémé et du Plateau. Vous êtes membre fondateur du Parti politique Union Progressiste, président de la Fondation Conscience Citoyenne. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention. Portez-vous bien. Bonne suite de programme sur EZTV. On se retrouve demain lundi pour Free Matin.